Maître Nathalie Dubé, études notariales située au 14 chemin des Poiriers, bureau 202, Montmagny, c'est plus de 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-5877. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau du Maintenant, mais maintenant jointe à l'équipe Mallette, oui, au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, au 248-57-77. Maître Dubé, ça veut dire quoi que là, maintenant vous êtes avec l'équipe Mallette? Juste pour, on a fait une chronique là-dessus, mais juste pour informer la population du changement. Parfait. Maintenant. Donc, je suis toujours Maître Nathalie Dubé notaire, ça, je ne change pas de nom, mais maintenant, chez Mallette, service juridique Montmagny. Donc, Mallette a maintenant un volet service juridique, donc une division service juridique. Et je suis la directrice du bureau de Montmagny au niveau service juridique. Donc, mon bureau est maintenant Mallette service juridique. Donc, je desserre ma clientèle comme avant. Vous, que vous aviez... Oui, ma clientèle que j'avais avant. Je peux servir monsieur, madame, tout le monde. Je peux servir tout le monde. Mais aussi, je vais servir les clients de chez Mallette qui n'ont pas de conseiller juridique attitré et qui ont un besoin en cette matière-là. OK. Alors, c'est important de faire la mise au point. Notre sujet aujourd'hui, que se passe-t-il en cas de décès sans testament? Oui. Et là, vous avez des statistiques. On a beau le crier sur tous les toits, l'importance d'un testament. Je suis resté surpris des statistiques que vous avez. Oui, c'est ça. Comme notaire, nous, on trouve qu'on en parle souvent. Oui, les chroniques, on en le voit dans certaines publicités sur les grands réseaux, les journaux et autres, mais les gens sont encore pas assez informés. Et là, il y a eu des statistiques qui sont sorties. J'en nomme seulement deux pour qu'on voit l'importance de bien informer, encore éduquer les gens et leur mentionner, parler beaucoup encore de testament. Donc, il y a 40 des adultes québécois qui n'ont pas de testament. C'est presque la moitié, là. Oui. C'est beaucoup, là. Donc, ça a baissé un petit peu le pourcentage, mais c'est quand même encore 40 Donc, c'est 40 des adultes québécois qui vont avoir une succession sans testament. Égale parfois, beaucoup, souvent, problème. Donc, et surtout dans la vie qu'on mène, parce qu'il y a beaucoup de séparations. Il y a beaucoup de séparations, les familles de moins en moins nombreuses, donc moins d'enfants. Ça fait que ça a un impact lorsqu'on vient pour régler le testament puis que certaines problématiques. Et l'autre statistique que j'avais sortie aussi, qu'on va en parler, on va en reparler du mandat de protection dans une prochaine chronique. Là. Je reviens sur des sujets qu'on a déjà parlé, mais c'est parce que je me fais poser des questions aussi souvent sur des choses qu'on a déjà discutées. Donc, 60 des adultes canadiens, cette fois, n'ont pas de mandat de protection. Donc, le fameux mandat en cas d'inaptitude. Fait que ça aussi, on va revenir sur ce sujet-là dans les prochaines chroniques. Bien, dans le fond, c'est parce qu'une chronique passe, ça passe une fois. Oui. Alors, c'est important, des fois, de revenir sur l'importance de certains documents, parce que c'est une chronique juridique. Oui. Et ça touche tout le monde. Je suis surpris de ce que vous nous apprenez aujourd'hui. Je pensais que... tout le monde avait son testament? Oui. Non. Promenez-vous dans la rue avec un micro, là, avez-vous fait votre testament? Vous allez avoir 4 personnes sur 10 qui vont vous dire non si on se fait cette statistique-là. Puis il y a des fois ça va être plus élevé, dépendamment du secteur ou de l'endroit où vous allez être. Et qu'est-ce que ça comporte, le fait qu'on n'en ait pas de testament? Lorsqu'on n'a pas de testament, c'est qu'on se soumet à la loi, le Code civil du Québec, qui nous indique qu'est-ce qui se passe, qui sont nos héritiers lorsqu'on n'a pas de testament. On entend souvent, bien là, si je fais pas de testament, ça va s'en aller au gouvernement. Avant que ça s'en aille au gouvernement, là, on a du monde dans la famille, puis on va loin. J'ai encore un client cette semaine qui, lui, n'a pas beaucoup de famille, puis là, on est allé, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe si je le fais pas. Là, on était rendu à une des tantes du bord de son père, là. Puis c'est un monsieur qui est dans la soixantaine, donc sinon, il n'y avait plus d'autres familles, là. On est rendu jusque-là. Il dit, ça ne va pas au gouvernement. J'ai dit, donc, tant qu'on est capable de retracer quelqu'un de la famille, il y a une façon de faire. On retrouve les héritiers comme ça. Quand on n'a pas de testament, il y a un outil qui existe que je voulais apporter. Je vous amène des fois des petits documents. Là. Oui. Plusieurs connaissent le site d'Éducalois. Donc, c'est le droit qui est expliqué en mots simples et tout ça. Ils ont fait un tableau. Donc, sans testament qui hérite. Là, je ne l'ai pas en couleur ici, mais ça ressemble à ça. Avec des questions, on ne voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. Au moins, vous savez que ce tableau-là existe. C'est fait sous forme de question, oui ou non.
Donc, je vais vous nommer les situations tout à l'heure, mais je peux partir dans la première question. Le défunt a-t-il un conjoint vivant avec qui il est marié? Donc, ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a un conjoint et est-ce qu'on est marié? Parce que le mariage a un effet juridique au niveau des successions, au niveau de qui hérite. Fait que là, si la réponse c'est non, on s'en va à gauche du tableau. Si la réponse c'est oui, on s'en va à droite du tableau. Et on descend comme ça. Si je prends le conjoint marié non, bien le non, après ça, la prochaine question, a-t-il des enfants? Si c'est non, on va à gauche. Si c'est oui, on va à droite. Donc, si c'est oui, on a la réponse. Quand vous parlez de gauche-droite, là, c'est à gauche, il y a plus de problèmes, puis, ou l'inverse, là? Bien, on voit à droite, quand on répond oui, la ligne est moins longue que le non, là. Okay. Mais on va voir les cas. Donc, c'est pour ça on descend comme ça, puis jusqu'à temps qu'on arrive à notre situation finale, où est-ce que là, la bulle sur le tableau nous dit la réponse qui serait nos héritiers. Mais on a sorti quelques situations. Où est-ce qu'on peut les nommer? Qu'est-ce qui arrive? Donc, on a vu le mariage. Première question qu'il faut se poser, est-ce que nous sommes mariés? Donc, si la réponse est oui ou non, après ça, il faut se poser est-ce qu'on a des enfants ou pas. Donc, c'est une question quand même facile à répondre, mais après ça, on voit le résultat. Donc, couple marié, on va commencer par ça. Marié ou uni civilement? Uni civilement, c'est une célébration comme le mariage, mais on a signé un contrat d'union civile au lieu d'une déclaration de mariage. Mais c'est les mêmes effets. C'est juste le nom, le titre qui change. C'est la façon de se dissoudre de cet engagement-là qui est différent. Le mariage, c'est un divorce. L'union civile, c'est une séparation chez le notaire. Donc, c'est... Je pourrais... Pas sûr de vous suivre. Est-ce que ça change? Là, on parle de mariage à l'Église ou... Ou civil, peu importe. Peu importe. Peu importe. Marié ou uni civilement. Donc, okay. Marié. Donc, si nous sommes mariés, et que l'on a des enfants. Là, on prend toujours pas de testament, puis marié, pas de contrat de mariage non plus, parce que le contrat de mariage peut faire office de testament. Fait que là, on n'a rien du tout. On a juste eu la journée du mariage, on s'est marié, puis on n'a jamais fait de document. Donc, nous sommes mariés, on a des enfants. Qui sont nos héritiers? Nos enfants, 2/3. La succession, notre conjoint, 1/3. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est marié, que notre conjoint hérite de tout. Il faut bien réfléchir. Et ça, encore récemment, on en a parlé dans le bureau parce que la question s'est posée. Et c'est bon ce que vous dites là. C'est sûr que s'il y a un contrat de mariage, il faut regarder le contrat de mariage aussi. C'est le contrat de mariage qui a force. Le contrat de mariage. Et s'il y a la clause qu'on appelle d'institution contractuelle, donc au dernier vivant les biens. Donc, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de contrat de mariage, vous êtes marié, vous avez des enfants, votre conjoint va hériter juste d'1/3. Les enfants, 2/3. OK. Là, vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, on inverse les pourcentages. Le conjoint va avoir 2/3, mais c'est vos parents qui vont avoir 1/3. S'il n'y a plus de parents? S'il n'y a plus de parents, bien là, on va aller plus loin. On va aller un petit peu plus loin. Comme vous disiez tantôt, on descend. Là, vous allez... On descend. Donc, sans enfants, marié, sans enfants, sans parents, conjoint toujours 2/3, frères et sœurs 1/3. Fait qu'on peut hériter avec beau-frère, belle-sœur. Qu'on les aime ou pas, ils sont là. Donc... ça peut arriver. C'est vu l'importance, hein? Marié, sans enfants, pas de parents, pas de frères et sœurs, là, le conjoint est à 100 %. Okay. Fait qu'il ne faut plus qu'il y ait de famille, là, qu'il ne faut plus qu'il y ait de parents puis de frères et sœurs avant qu'un conjoint marié, et puis pas d'enfants non plus, avant qu'un conjoint marié reçoive 100 % de la succession. Fait que le mariage ne règle pas tout. C'est le contrat de mariage qui le contrat de mariage règle... devient essentiel. Oui, il devient essentiel. Si on ne veut pas faire de testament, on peut y aller par contrat de mariage. Soit vous voyez avec votre notaire, c'est quoi le meilleur choix pour vous, là, à ce moment-là. Est-ce que les contrats de mariage sont encore séparation de biens, société d'acquet? Est-ce que ça marche encore? Oui, ça a tellement changé, là. Oui, société d'acquet ou séparation de OK. C'est quoi la différence entre les deux? Entre les deux, société d'acquet, c'est le régime légal, celui qui s'applique à tout le monde lorsqu'on se marie. Donc, on a le patrimoine familial aussi avant ça. Là. Société d'acquet, c'est le régime automatique. Donc, qui, en gros, tout se sépare 50-50. La séparation de biens, c'est que chaque époux conserve les biens qui lui appartiennent, à part ceux du patrimoine familial, que là, c'est traité différemment en termes de valeur. Mais dans le patrimoine familial, on a les maisons principales, résidences secondaires, les autos,
les REER, fonds de pension accumulés lors du mariage et les meubles. Donc, ça, c'est traité par le patrimoine familial sous terme de valeur. Chaque époux a droit à 50 de la valeur de ces biens-là. Par la suite, si j'ai d'autres biens, donc j'ai des placements, j'ai une entreprise, j'ai un bloc appartement, s'il est à mon nom à moi seulement, je le conserve parce que je suis mariée en séparation de biens. Si j'étais en société d'acquis, ce bien-là serait partageable avec mon conjoint. Je vous pose toute une question. Lequel vous préconisez ou conseillez aux nouveaux mariés ou aux futurs mariés? Ça dépend de votre situation parce que c'est pas tout le monde qui a la même situation. C'est comme le testament, c'est pas une série de brosses à dents que je vais prendre sa tablette. Je fais juste choisir un bleu ou un vert. C'est pas comme ça que ça fonctionne parce que vous n'avez pas la même épouse que votre voisin, vous n'avez pas les mêmes enfants, vous n'avez pas les mêmes biens, vous n'avez pas la même situation financière, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Il y en a qui vont vouloir partager avec leur épouse, même s'ils se séparent, qui ont protégé leur épouse, mère de leurs enfants, même s'ils se séparaient, qui veulent qu'elle ait le même train de vie, tout ça. Tandis qu'il y en a d'autres, si je suis plus avec elle, je ne veux pas qu'elle ait une scène. Donc, et vice-versa, je mets ça au masculin, là, mais on voit aussi au féminin. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est le mieux. Je vais vous dire qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc, vous rencontrez les gens avant qu'ils se marient et vous... Idéalement. Idéalement. C'est pas tout le monde qui le fait. Oui, je comprends que c'est pas tout le monde qui va vous voir avant de se marier. Il y a beaucoup de gens d'affaires qui le font parce qu'ils sont plus conscients de ça et sont plus conscients à savoir s'ils veulent que leur entreprise soit partagée ou pas lors d'une séparation. Mais après le mariage, est-ce que ça change... Bien, c'est qu'il y a une étape supplémentaire. C'est que là, sont mariés, ça veut dire... sont mariés en société d'acquis. Si on veut passer en séparation de biens, là, il faut la signature de l'épouse ou de l'époux, celui qui était en société d'acquis avant. Là. Donc, des fois, ça amène des discussions moins agréables à avoir. Là. Donc, c'est mieux de prévenir. Prévention, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir les pieds dans les plats. Donc, conjoint marié, il faut se rappeler que le mariage ne règle pas tout. Et là, si on n'est pas marié, c'est encore pire. Pour le conjoint, en tout cas. Moi, ce que j'aime, c'est encore pire. C'est encore pire. Bien, nous, ce qu'on veut, c'est comme notaire, on veut vous faciliter la vie. Tu sais, même en règlement de succession, qui est un sujet que je vais réaborder avec vous aussi, c'est que si vous venez me voir avant, après, ça va être beaucoup moins compliqué, beaucoup moins dispendieux, beaucoup moins de tracas. C'est sûr qu'en cas de décès, vous n'êtes plus là, vous ne le verrez pas, là, mais votre famille va vous en remercier. Qui va en profiter. C'est ça. Donc, si on est célibataire ou conjoint de fait, il faut se rappeler, ça n'a pas de statut au niveau du Code civil du Québec. Ça n'existe pas. Ça existe pour l'impôt, ça existe pour la Régie des rentes, ça existe pour les fonds de pension, mais dans le Code civil, vous n'existez pas. Ça n'existe pas, des conjoints de fait, dans le Code civil. Mais il y a certaines lois où est-ce que ça existe, mais c'est des lois fiscales. Donc, célibataire, conjoint de fait, j'ai des enfants, c'est 100% des enfants qui héritent. Le conjoint n'existe pas. Donc, je suis copropriétaire d'une résidence avec mon chum, ça va bien, on n'est pas mariés, je décède. Bien, mon chum devient copropriétaire avec mes enfants de la maison. Puis des fois, ils sont mineurs. Et là, il faut... Avec les enfants, c'est pas pire, c'est moins pire que... Bien, ça dépend. S'ils sont mineurs, on ne peut pas faire ce qu'on veut, là. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est un bien de plus on a besoin d'emprunter ou... Mais pas juste ça, c'est que les enfants, quand on hérite et qu'on a des enfants mineurs qui héritent de plus de 25 000 là, il y a un conseil de tutelle qui doit être là pour surveiller la personne qui gère l'argent des enfants. Et les enfants ne peuvent pas avoir de dépenses. Donc, ils peuvent avoir des biens, mais idéalement, pas de dépenses qui viennent avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les taxes municipales, les taxes scolaires? Qu'est-ce qu'on fait avec l'assurance? Puis le conjoint ne peut pas dire « je vais racheter ça aux enfants à un prix d'amis, on l'a payé ensemble et tout. » Non, il faut avoir une évaluation, fixer un prix et demander à la Cour l'autorisation de la transaction pour faire une transaction avec le conjoint. Il faut qu'il l'achète aux enfants à un prix juste, à la juste valeur marchande et tout ça. C'est pour ça que je pose des questions, parce qu'il faut voir et connaître les conséquences aussi. Oui, c'est ça. Puis, si on est conjoint de fait puis on n'a pas d'enfant, bien là, c'est les parents pour une moitié, puis les frères et sœurs pour l'autre moitié. Donc, l'importance des bons documents. Oui, prévention. La prévention, je pense que c'est ça coûte le mot juste. Oui. Beaucoup moins cher, beaucoup moins de tracas de réfléchir à ça avant que de dire « je ne serai pas là, ma famille s'organisera ». C'est malheureux, mais on en voit tous les jours des familles passer qui ne sont pas contents. Là.
On veut laisser un beau souvenir, on veut laisser une marque, harmonie dans la famille. Une harmonie dans la famille, une marque, parce que lors des règlements de succession, malheureusement, lorsqu'il y a de l'argent en jeu, des fois, les gens changent de comportement. Donc, on veut s'éviter ça aussi. Très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, du 14 Chemin des Poiriers, maintenant qui fait partie de l'équipe Mallette. On l'a mentionné au début de la chronique. Vous pouvez la rejoindre au 248-57-77 ou encore vous rendre au bureau, au 14 Chemin des Poiriers, bureau 202, tout juste en face de la porte de CMA TV. Facile de trouver. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.